Bonjour et bienvenue à Arrêt sur le monde, version Restons à la maison. Ces temps-ci, les États ont vraiment tendance à se fermer sur eux-mêmes pour protéger leur population et freiner la propagation de la COVID-19. Mais que se passe-t-il pour ceux qui sont sur la route, pour les migrants, parce qu'ils fuient un conflit ou la persécution ou parce qu'ils cherchent une vie meilleure ailleurs? La question est particulièrement épineuse ces jours-ci à la frontière gréco-turque. Des milliers de personnes tentent de se rendre en Europe, mais se cognent le nez contre une frontière bien fermée. We just need to cross the border peacefully. Pour en parler aujourd'hui, nous avons avec nous Virginie Guiraudon, directrice de recherche au Centre national de recherche scientifique à Paris. Bonjour, Madame Guiraudon. Bonjour. Juste avant la pandémie, on suivait de près ce qui se passait à la frontière gréco-turque. Des migrants essayaient de passer, se faisaient retourner vers la Turquie. Et on a un peu perdu le fil de ce qui s'est passé avec l'arrivée de la pandémie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la frontière? Alors, effectivement, la pandémie a quand même arrêté pendant un certain temps tout un certain nombre de décisions qui avaient été prises, par exemple, au niveau de l'Union européenne pour, par exemple, donner 2 000 euros, donc en dollars canadiens, je ne sais pas combien ça fait, mais un pécule pour que les gens reviennent chez eux. Il y avait aussi l'initiative de l'Union européenne pour faire venir des mineurs qui étaient dans les camps en Grèce qui ont été arrêtés. On pense, ceci dit, qu'il y a quand même encore des gens qui sont derrière la frontière turque. Donc Erdogan n'a pas complètement arrêté l'idée de se servir des migrants un peu comme monnaie d'échange, j'ai envie de dire, avec la Grèce. Et puis par contre, oui, il s'est passé pas mal de choses en Grèce, dans ces camps, avec les premiers cas, par exemple, de Covid-19 et des mises en confinement, des mises en quarantaine de certains des camps en Grèce. C'était une des grandes inquiétudes parce que dans ces camps-là qui sont complètement surpeuplés, notamment celui sur l'île de Lesbos, celui à Samos aussi, on craignait en fait que justement la distanciation sociale est absolument impossible. Comment c'est géré dans les camps? Alors, le cas de Lesbos, d'abord, vous avez raison. Hein, donc, juste pour replacer, dans toutes les îles grecques, on pense qu'il y a quand même plus de 40 000 personnes dans les camps, mais à Moria, le plus grand camp d'Europe, hein, avec plus de 20 000 personnes. Alors, je pense qu'au Canada, comme en France, vous avez des gestes barrières. Hein. Il faut se laver les mains. Bon, alors, il faut savoir que dans le camp de Moria, il y a un point d'eau pour 1300 personnes. Les gens font la queue pendant des heures pour obtenir de la nourriture. Donc, la distanciation sociale, il y a absolument pas la place. Il y a un camp où la situation était déjà très, très tendue. Non seulement les conditions sanitaires, mais aussi la situation psychologique des personnes. Donc, le fait d'apprendre qu'il y a cette épidémie, qu'ils peuvent attraper le Covid-19, ça a aussi énormément stressé les personnes. Et l'autorité, ça a été de les confiner dans le camp, c'est-à-dire d'interdire les sorties. Et ça a augmenté évidemment le stress, sachant qu'en réalité, les cas ne sont pas dans le camp, mais sur l'île de Lesbos. Toutes les ONG ont demandé à ce que le camp soit évacué et le gouvernement grec, pour le moment, a dit qu'il n'en était pas question et qu'ils étaient plus en sécurité sur les îles car il y avait moins de cas qu'en Grèce, enfin, sur le continent. Est-ce que ça crée une certaine panique? J'imagine que quand on se sent complètement confiné, on doit avoir l'impression que si jamais le virus rentre dans le camp, la propagation va être excessivement rapide. Oui, c'est pour ça que je vous dis, il y a évidemment, quand on pense situation sanitaire, on pense il y a les questions de salubrité, hein, tout simplement. Hein. Les gens n'ont pas accès à l'eau. Ils ont déjà des maladies, des fois des maladies chroniques. Il y a aussi des poux dans la tête. Les gens ont la gale, des maladies. Enfin, ils sont vraiment déjà très, très mal, en fait. Il faut savoir que ces personnes-là ne savent pas quel est leur sort, combien de temps ils vont rester encore dans ce camp. Donc, le stress de savoir qu'en plus, ils peuvent attraper la maladie, c'est ça aussi qui inquiétait les ONG. Même si, par exemple, y compris dans le camp de Moria, des ONG ont réussi à organiser une fabrication de masques maison, j'ai envie de dire. Certains habitants, donc des femmes en particulier, ont commencé à faire des masques. Donc, il y a toujours, j'ai envie de dire, des histoires comme ça. Mais sinon, vraiment,
la situation, comme dans tous les campements d'Europe, hein, c'est pas seulement à Moria, est très, très tendue. À la fois parce qu'il n'y a aucune possibilité de respecter la moindre précaution sanitaire contre le virus, mais aussi, comme je vous dis, pour des raisons psychologiques, hein, juste d'angoisse. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez parlé en fait du fait que Erdogan utilise les réfugiés un peu comme une monnaie d'échange. De son côté, Erdogan dit, et c'est un peu le discours de l'Europe, qu'il fait de la politique sur le dos des migrants. De son côté, il dit, ben l'Europe a fait de la politique aussi parce qu'ils n'ont pas respecté une partie de l'entente, notamment sur la réinstallation des migrants en Europe, après qu'il y a eu des échanges quand les gens sont renvoyés dans cette drôle d'entente. Qui a raison? Qui a tort là-dedans? Est-ce que les deux côtés, en fait, ont manqué à leur devoir dans cette entente-là? Alors déjà, manquer à leur devoir, j'aime beaucoup l'expression parce que vraiment, c'est une entente, vous avez bien raison d'employer ce terme, hein, c'est une lettre, en fait, hein, c'est pas un accord comme un traité international, hein, c'est vraiment une déclaration conjointe qui est négociée comme ça sur un bout de table et qui est annexée à une réunion du Conseil européen donc en mars 2016. Personne n'a raison. Effectivement, Erdogan a tout à fait raison aussi de faire monter les enchères, hein. Les Européens n'ont pas rempli toutes leurs obligations, entre guillemets, dans l'accord. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tant qui a tort et qui a raison, c'est que la Turquie est dans une situation géographique, hein, tout simplement de par sa position, de dire à l'Europe, ben, si vous ne m'aidez pas, par exemple, en Syrie, avec la situation à Idlib, moi, j'ai vraiment je peux vous envoyer les migrants. Il faut savoir que la Turquie… Ils en ont quand même 4 millions sur leur territoire, Voilà, il faut le la rappeler. Turquie est le pays au monde qui reçoit le plus de réfugiés. Et finalement, dans cet accord, oui, il y a évidemment une aide financière de l'Union, mais qui n'est pas si phénoménale. Donc, qui a tort, qui a raison, c'est plutôt une question de rapport de force, en fait, hein. Qui est capable de… et j'en reviens au Covid-19, hein, il faut savoir que la dernière crise, entre guillemets, gréco-turque, le Covid-19 était déjà en Europe, hein. Et malgré tout, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, le président du Parlement européen, le président du Conseil, donc, ont été à la frontière gréco-turque pour dire nous soutenons les Grecs, nous trouvons scandaleux l'attitude d'Erdogan. Donc, au lieu de se préoccuper de la pandémie, ils étaient obsédés par l'idée qu'il y aurait une nouvelle arrivée de migrants de Turquie comme en 2015. Et pourtant, si on regarde en fait les chiffres, 1,5 million donc, qui étaient venus en Europe en 2015 pour une population de plus de 300 millions, ce n'était pas un nombre qu'on peut considérer gigantesque par rapport à ce que reçoivent et le Liban et la Syrie et les pays limitrophes. Donc, trouvez-vous qu'en ce moment, l'Europe en fait assez pour les demandeurs d'asile? Parce que même dans les camps grecs, on parle de quelques dizaines de milliers de personnes et qui sont bloqués là et à qui on ne veut pas faire de la place vers l'Europe. Donc, est-ce que l'Europe en fait assez pour intégrer ces gens-là sur son territoire? Alors, les 40 000 personnes, c'est vrai que c'est très peu, mais je pense que si on se met de leur point de vue, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire se dire que ça fait des années qu'ils sont coincés dans ces camps, c'est ça qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, 40 000, c'est une goutte d'eau pour l'Europe, et à la fois, pour eux, c'est des conditions absolument déplorables, absolument incroyables, hein. Est-ce qu'elle en fait pas assez? C'est une question, j'ai envie de dire, normative, hein. Je suis chercheuse et pas membre d'une ONG. Par contre, vous avez tout à fait raison. Par rapport je comprends toujours pas pourquoi 40 000 personnes dans ces camps grecs soient incapables de se les répartir. Et même avant la crise, il y a eu des efforts par exemple, du Luxembourg, du Portugal, de l'Allemagne, pour dire on va prendre 700 personnes, 1500 personnes, mais vraiment très en deçà de ce nombre. Après, la question de l'accueil des réfugiés, c'est une question politique, donc ça n'a rien à voir avec les chiffres, hein. Et puis, juste pour revenir aussi à la situation actuelle, il faut savoir, par exemple, en Allemagne, il y a 60 000 personnes qui vont venir ramasser les asperges et le houblon. Le houblon, c'est pour faire la bière.
avec un pont aérien très organisé. Donc, c'est possible, même pendant la pandémie du Covid-19, de faire venir 60 000 travailleurs saisonniers. Donc, ça serait possible de faire venir des personnes de ces camps en Grèce. Donc, c'est vraiment pas une question de logistique, de possibilités. C'est vraiment une question politique, oui. On a lu Jean Ziegler qui est allé justement au camp de Moria et qui a décrit ça en fait comme la honte de l'Europe et comme l'équivalent d'un camp de concentration. Est-ce que selon vous, c'était de la surenchère linguistique, son vocabulaire par rapport au camp? Je n'utiliserais pas forcément le mot de concentration juste pour on va dire effectivement les connotations historiques, mais enfin, c'est vraiment une situation il faut se dire qu'on est dans un endroit suspendu, on est enfermé, hein, donc je pense que d'ailleurs maintenant les gens comprennent maintenant qu'ils sont enfermés chez eux. Vous êtes enfermés dans l'espace, mais vous avez aussi une perspective temporelle. Je vais rester? Combien de temps ça va durer? Où je vais finalement aller? Dans quel pays d'Europe éventuellement je vais pouvoir déposer ma demande d'asile? Donc ce sont des vies suspendues, hein. Ils sont nulle part d'une certaine manière parce qu'ils ne vont pas rester dans ces camps éternellement, mais ils ne peuvent pas se projeter dans l'avenir. Donc c'est vraiment, je pense que c'est ça le parallèle avec d'autres types de camps, hein. C'est vraiment cette absence de perspective. Malgré tout, comme je l'ai dit, les gens essayent de s'organiser, essayent de recréer des communautés. Mais la situation au Maroien, il faut savoir que c'est un des seuls endroits au monde où Médecins sans frontières a installé une urgence pédopsychiatrique, hein. Parce que les enfants qui sont à Moria, non seulement ils ne vont pas à l'école, mais il y a des tentatives de suicide, hein. Il y a beaucoup de cas d'automutilation à tel point qu'ils ont mis en place donc un dispensaire de pédopsychiatrie. Donc, on est vraiment en situation très, 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 très dure. Ouais. Avez-vous le moindre espoir qu'il va y avoir peut-être une intervention internationale plus large pour aider ces réfugiés qui sont dans les camps en Grèce ou on s'attend en fait de voir quel impact il y aura? En fait, avez-vous un peu d'espoir pour eux, hein? Alors, toutes les instances internationales, toutes les organisations humanitaires, et y compris d'ailleurs l'Union européenne, d'une certaine manière, ont dit il faut que les personnes quittent ces camps. Le Covid-19 aurait pu être une opportunité d'une certaine manière de dire on ne peut pas laisser ces gens dans les camps pendant la pandémie. Pour le moment, c'est le gouvernement grec qui a l'air plutôt d'ailleurs d'empêcher leur départ. Après, j'ai aucun espoir sur le changement de politique de l'Union européenne, on va dire à court ou moyen terme. Mais vraiment, toutes les instances dont c'était la responsabilité ont fait ce qu'elles avaient à faire, j'ai envie de dire. On dit qu'il fallait que l'Europe construite après la guerre, après le nazisme, ne pouvait pas laisser 40 000 personnes dans cette situation. Merci beaucoup, Madame Gredon, pour votre présence à l'émission aujourd'hui. Merci à vous. C'est ce qui conclut notre entrevue spéciale version COVID-19. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous remercions aussi le Cerium, l'Agence France Presse et Savoir Média de nous permettre chaque semaine de faire pendant quelques instants un arrêt sur le monde. Bon courage et restez à la maison.